4 novembre 1922. Hussein Abdel Rassoul, un jeune porteur d'eau, traverse la vallée des Rois, une vallée entourée de falaises proche de la ville de Luxor, anciennement Thèbes, en Égypte. Oui, comme dans le film La Momie. Soudain, il manque de trébucher sur une aspérité dans le sable. Mais le caillou fautif n'en est pas un. Il est un peu trop régulier pour être honnête. On dirait la marche d'un escalier. Et c'est là que les ennuis vont commencer. La vallée des Rois, en égyptien la vallée des portes des rois, se nomme ainsi à cause des nombreuses entrées creusées dans la pierre et menant à des hypogées, des tombeaux souterrains. Elle est utilisée pendant le Nouvel Empire pour dissimuler les tombes des pharaons, mais aussi de leurs épouses ou de hauts dignitaires. On a l'habitude de dire que la vallée des Rois a servi à cacher les tombes des pharaons. En effet, une pyramide, c'est pas très discret, et connaissant les richesses du pharaon, les pilleurs s'y rendaient dès que tout le monde avait le dos tourné. Et donc, pour éviter ça, les tombes auraient été cachées sous les montagnes de la vallée des Rois. Alors déjà, le lieu a peut-être été choisi parce que la montagne d'à côté évoque une pyramide, et que pécho une pyramide naturelle, c'est plus simple que d'en bâtir une. Ou pas, hein? On ne sait pas. En tout cas, justifier l'usage de cette vallée parce que le lieu est discret, une tombe monumentale creusée à même la roche, ça se fait pas à deux la nuit en secret à la lueur d'une torche. Et vu le nombre de personnes impliquées dans ces chantiers, il n'est pas étonnant dès lors que dès l'Antiquité, celle-ci ait été connue et été pillée, et ce, malgré la surveillance de membres de l'armée égyptienne qui patrouillaient dans la région, les Medjay. Oui, comme dans le film La Momie. Des comptes rendus de procès de pilleurs datés du règne de Ramsès XI nous révèlent ainsi que certains d'entre eux travaillaient dans les institutions thébaines, d'autres appartenaient au clergé ou étaient des scribes au service de l'État. Bref, ça la fout mal. Et les peines prononcées contre eux vont de la bastonnade, qui consiste à se faire péter la gueule à coups de gourdin, jusqu'à l'empalement, qui consiste à vous asseoir sur un pieu et attendre qu'il vous ressorte par la bouche, en passant par la mutilation, qui consiste cette fois à vous couper des bouts. On savait s'amuser à l'époque. Quoi qu'il en soit, la vallée est explorée dès la campagne égyptienne de Napoléon en 1799. Le déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion va en accélérer l'exploration et les découvertes s'enchaînent jusqu'en 1907. À cette époque, c'est l'État égyptien qui délivre des permis de fouille et le titulaire à ce moment-là, c'est l'Américain Theodore Monroe Davis. Son équipe découvre plusieurs tombes jusqu'à une ultime sépulture, la KV55 pour King Valley 55, dans laquelle il trouve des objets qu'il identifie comme appartenant à Toutankhamon. Les archéologues de l'époque trouvent régulièrement des objets dans les tombes qu'ils explorent, mais il s'agit la plupart du temps de mobilier qui a été jugé comme de peu de valeur par les pilleurs passés avant eux dès l'Antiquité. Autant dire pas grand-chose. Les tombes explorées sont surtout des salles vides, mais dont les murs richement décorés sont néanmoins des trésors archéologiques, mais pas des trésors au sens premier du terme. Dans son livre de 1912, Les tombes de Harmabi et Toutankhamon, Davis annonce donc que la vallée des Rois est entièrement explorée et qu'on ne peut plus y espérer y trouver d'autres tombes. Après sa mort en 1915, son permis de fouille est racheté par un lord anglais, le comte George Edward Carnarvon. Celui-ci prend à son service l'archéologue Howard Carter et lui confie la tâche de réaliser une recherche systématique de sépultures encore inconnues. Et voilà que le 4 novembre 1922, lors de son passage par la vallée des Rois, le jeune Hussein Abdel Rassoul distingue dans le sable ce qui semble être la première marche d'un escalier. Il avertit l'équipe de Carter et les emmerdements commencent. Mais une chose après l'autre. Depuis 1917, Howard Carter est persuadé que Davis n'a pas vraiment trouvé la tombe de Toutankhamon. Uniquement des tombes dont certaines salles ont été utilisées pour la préparation du défunt pharaon, notamment son embaumement. Toutankhamon est un pharaon maudit. Littéralement. Il a été condamné à la damnatio memoriae, peut-être la pire des choses à faire à un mort célèbre.
tout faire pour qu'on l'oublie. Oui, comme dans le film La Momie. Toutankhamon est le fils d'Akhénaton, le pharaon hérétique. 10e pharaon de la 18e dynastie, il veut supprimer le culte des anciens dieux égyptiens, ceux que vous connaissez plus ou moins, pour le remplacer par le culte de l'unique dieu soleil, Aton, dont il tire son nom puisque Pharaon est un dieu incarné. Il apporte aussi avec lui une nouvelle esthétique dans l'art égyptien que l'on appelle l'art armanien. Akhénaton est représenté avec des traits anguleux et pas franchement réalistes comparés aux représentations précédentes, ce qui ne manque pas de perturber les complots. Surtout ne leur montrez pas un tableau cubiste, ils vont faire une attaque. Ou pire, les représentations stylisées de la grotte de Lascaux. Oui, les mecs avaient déjà du style à l'époque. Bref, pendant son règne d'une vingtaine d'années, il tente d'imposer des réformes aussi bien culturelles que religieuses ou économiques, qui vont conduire à une grave crise qui va précipiter la fin de la 18e dynastie. C'était un pharaon de gauche, quoi. Je vais tellement avoir des emmerdes pour celle-là. Calmez-vous, C'est une blague. Quoi qu'il en soit, on sait aujourd'hui que pour préserver la pureté du sang royal, Akhénaton, bien que marié à de nombreuses femmes, dont Néfertiti, oui, comme dans le film La Momie, et ayant eu de nombreux enfants, a transmis son pouvoir au fils qu'il a eu avec sa sœur. On ignore son nom, mais on a retrouvé sa momie et les analyses ADN collent. Donc non seulement il était de gauche, mais en plus il était du nord. C'est bon, calme-toi, c'est une blague. Mais son fils, Toutankhamon, monté sur le trône à 9 ans, à la mort de son père, a peut-être le sang pur, mais c'est surtout un taré de consanguin. Non, c'est pas une insulte, c'est factuel. La consanguinité de ses parents a provoqué chez Toutankhamon des tares génétiques graves. Les analyses de sa momie ont révélé qu'il avait une malformation de la mandibule, bien trop en arrière, qui lui donnait un air bené avec des dents qui dépassent. Un dérèglement hormonal lui a donné des hanches de femme beaucoup trop larges, et peut-être même des seins, ainsi que la maladie de Köhler, affection génétique, oui encore, et qui provoque une nécrose des os du pied qu'il a contracté à son adolescence, et qui a ajouté un pied-bot très douloureux à l'ensemble. Au début, on a eu un peu de mal à comprendre pourquoi on a retrouvé plus de 130 cannes dans son tombeau. Les cannes, c'était courant chez les pharaons, au point qu'elles pouvaient servir de symbole de pouvoir. Mais 130 ? Ça faisait beaucoup quand même. Jusqu'à ce que les analyses de la momie répondent à cette question. On a en outre trouvé sur sa dépouille des traces caractéristiques de drépanocytose, maladie toujours génétique, qui provoque une anémie, des problèmes de circulation et un retard du développement de l'enfant. Donc on n'a aucun moyen de le savoir, mais avec un tableau pareil, je parierais donc bien qu'il était aussi au moins un peu débile. Toutankhamon est mort à l'âge de 19 ans. L'hypothèse pendant un temps la plus répandue était qu'il était mort lors d'une course de char, accident qui lui aurait provoqué une fracture ouverte de la jambe qui se serait infectée. Mais à cause de son pied-bot, Toutankhamon ne pouvait tout simplement pas se tenir debout sans aide. Donc l'idée même de monter à bord d'un char était inenvisageable. La réalité, bien moins glorieuse, est probablement que la faiblesse générale de son organisme a été son cercueil, et le paludisme, dont on a trouvé le parasite dans son organisme, le clou qui l'a scellé. Toutankhamon avait une sœur, Ankhénamon. Oui, comme dans la momie. Et comme si être gravement handicapé parce que ta mère est aussi ta tante ne suffisait pas, Toutankhamon s'est dit que le meilleur moyen de continuer à préserver la pureté de sa lignée était... Et putain, si vous pensiez que c'était sale, attendez, le meilleur arrive. Ankhénamon est la fille d'Akhénaton, qui a épousé son propre père, et de qui elle aura une fille. T'imagines, ton père est aussi ton grand-père. À la mort de son père, qui est aussi son mari, selon la coutume des pharaons de la 18e dynastie, elle épouse son successeur. Donc son frère. Attendez, je résume pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Akhénaton, pharaon réformateur, épouse sa sœur, de laquelle il aura une fille, qu'il épouse aussi, et de laquelle il aura encore une fille, qui est donc à la fois sa fille et sa petite-fille. Avec sa sœur, il a encore un fils, qui sera donc son héritier.
À sa mort, la fille qu'il a eue avec sa sœur, et qui est aussi sa femme, suit la coutume de la 18e dynastie et épouse son successeur qui n'est autre que son propre frère. Et donc, maintenant, imaginez. Nous sommes quelque part vers 1320 avant notre ère, à Thèbes. La capitale du plus grand royaume du monde est assommée par la chaleur estivale. Sur les berges du Nil, les Égyptiens vaquent à leurs occupations. Dans le palais royal, qui peine à protéger de la chaleur étouffante, les serviteurs s'affairent autour de la famille du pharaon. Le jeune roi, soudain animé d'une ferveur toute adolescente, se lève péniblement de son trône, saisit sa canne, avance en claudiquant vers sa sœur et lui dit « Et Ankh-Sonamon, ça te dit de voir si je fais un meilleur coup que papa ?» Non, ça c'est pas dans le film La Momie. Alors j'aimerais vous dire que je suis désolé de cette blague, mais je suis obligé d'en rire pour désamorcer le glauque de la situation. N'empêche qu'on est loin de l'image romantique du jeune et beau guerrier qui se distrait avec des courses de chars. À la place, on a un jeune taré débile léger qui tronche sa sœur qui est aussi sa cousine et sa belle-mère. Mais ces conneries, ça va un moment, et la nature finit par dire stop. Toutankhamon a eu 2 avortons avec sa sœur. L'un a fini en fausse couche à 5 mois de grossesse, l'autre à 9. Quand il meurt au sortir de l'adolescence, il n'a donc pas de descendance et la 18e dynastie se pète la gueule. Eh ouais, baiser sa sœur, ça préserve peut-être la pureté du sang, mais c'est pas un super pari sur le long terme. Bref, revenons-en à notre propos de départ. Le dernier représentant d'une lignée de consanguins hérétiques vient de finir dans les bandelettes. Déjà pendant le règne de Toutankhamon, les réformes impopulaires de son impopulaire de père ont commencé à être détricotées. Mais ayant accédé au trône à 9 ans, le jeune pharaon n'a probablement qu'assez peu régné, la majorité des décisions ayant incombé à ses conseillers et tuteurs. Toutankhamon, né d'un pharaon détesté, a donc un règne court et insignifiant. Il est aujourd'hui célèbre grâce à la découverte de sa tombe, mais en fait, dans l'Égypte ancienne, c'est un no-name. D'autant plus, comme je le disais, que ses successeurs, et notamment les Ramsésides, et surtout Ramsès II, ont condamné sa lignée à la damnatio memoriae, c'est-à-dire d'être effacé de l'histoire. Toutes les inscriptions comportant son nom, ou celles de ses parents, ont été burinées ou réécrites. Il fallait effacer le pharaon hérétique et son héritage, c'est-à-dire ses mômes, de l'histoire. Et ça, c'est ce qui va faire de Toutankhamon le pharaon le plus célèbre du XXIe siècle. Et ironiquement, même plus célèbre que Ramsès II. En effet, une fois effacée des registres, la tombe de Toutankhamon a été perdue. D'autant plus qu'elle se situe au fond de la vallée des rois, là où ont été déposés les dizaines de milliers de mètres cubes de gravats excavés lors du creusement des tombes des pharaons suivants. Et ouais, les mecs en avaient tellement rien à foutre de sa gueule qu'ils ont béné des gravats par-dessus sa tombe. Vous voyez un peu le niveau de mépris. Mais c'est précisément ce mépris total qui va la préserver. Tenez, par exemple, en 1987 a été découverte la tombe des enfants de Ramsès II. Ayant régné particulièrement longtemps et n'ayant pas eu la télé, il a occupé ses nuits à repeupler l'Égypte, mais ayant vécu vieux, il en a enterré un sacré paquet. Et de fait, la tombe des enfants de Ramsès II est absolument gigantesque et comporte plus de 130 salles. Elle a été inondée par le passé et des alluvions dures comme le ciment remplissent encore tout le bas de l'hypogée. Aussi, les fouilles ne sont pas terminées parce qu'il faut creuser là-dedans, mais elles pourraient abriter près d'une centaine de salles supplémentaires. Jusqu'à 200 pour les estimations les plus optimistes. Et toute cette roche excavée, de même que pour le reste des tombes, quand on la sort de là-dessous, à l'époque, on la jette dans la vallée, recouvrant ainsi la tombe de ce cher Toutankhamon qui était déjà caché. Mais voilà aussi comment on se retrouve avec des tombes fastueuses dont l'emplacement n'est pas vraiment un secret et qui finissent pillées rapidement, mais aussi comment on se retrouve avec la petite tombe d'un petit pharaon, creusée et décorée à la hâte, et dont la condamnation à l'oubli permettra d'en préserver le trésor. Vous avez déjà entendu parler du trésor de Toutankhamon, vous connaissez ce masque funéraire. C'est sûrement l'objet archéologique le plus connu au monde.
Mais même si ce masque est fait de plaques d'or frappées, et pas juste décoré à la feuille d'or, et si on a retrouvé plus de 5000 objets dans la tombe du pharaon, rappelez-vous que Toutankhamon, c'est personne. Un petit pharaon de 3e zone n'ayant régné qu'une dizaine d'années et encore. Alors, imaginez la tronche du trésor d'un pharaon comme Ramsès II. Ça devait piquer les yeux. Mais bref, revenons maintenant à ce 4 novembre 1922. À ce moment-là, on sait assez peu de choses sur Toutankhamon. On sait que c'est sous son règne que sont abandonnées les réformes de son paternel, et on suppose qu'il est enterré dans la vallée des rois, parce que, niveau époque et pratique de l'époque, ça colle. Theodore Davis croit avoir trouvé sa sépulture dans la tombe KV55, mais en vrai, les fouilles ont été tellement faites à la va-vite que non seulement il s'est gouré, mais en plus, aujourd'hui, on n'est pas sûr d'à qui a appartenu cette tombe. Dans la KV54, il a trouvé une poignée d'objets portant son nom, dont on pense aujourd'hui qu'ils ont servi lors de ses funérailles avant d'être enfuis ailleurs, et dans la KV58, il trouve un morceau de harnais de char, encore une fois estampillé Toutankhamon, ainsi que du nom de son successeur, Haï II, un demi-frère d'Akhénaton, qui a accédé au trône après Toutankhamon, et qui a donc, selon l'usage, épousé sa veuve, Ankhénamon, qui n'est autre que sa nièce. Le papa, le fiston et finalement le tonton. Il n'y a pas à dire dans la famille, à part le char du cousin, tout le monde lui est passé dessus à celle-là. Mais bon, comme en plus tonton a déjà un âge avancé, il casse sa pipe après seulement 4 ans de règne pour être remplacé par un général qui met définitivement un terme à la période armanienne et à la 18e dynastie. Et donc, en tombant là-dessus, Davis en conclut qu'il a trouvé tout ce qu'il restait à découvrir dans cette vallée, et en conclut donc dans son livre de 1912 « Je ne crains que la vallée des rois n'ait livré tous ses secrets ». En 1914, George Herbert, comte de Carnarvon, reprend la concession de la vallée et, suivant les conseils d'Howard Carter, qui a travaillé une décennie auparavant sous la conduite de Davis, décide d'en reprendre les fouilles. La guerre complique un peu les choses, mais Carter entreprend de débarrasser le fond de la vallée des milliers de mètres cubes de gravats issus du creusement des tombes. Et des fouilles précédentes, sans compter les alluvions déposées par les crues, et donc son but c'est d'arriver jusqu'à la roche. À ce moment-là, il ne dit pas qu'il cherche la tombe de Toutankhamon, mais il n'est pas convaincu par les découvertes de Davis, donc il pense qu'elle se trouve encore quelque part dans le coin. Les fouilles se font en hiver pour éviter le cagnard estival. En 1922, lors de l'interruption des fouilles en été, seule une petite partie du fond de la vallée reste encore sous les gravats. Carnarvon commence à se lasser et envisage d'abandonner. Mais Carter propose de prendre à ses frais le déblaiement de cette zone. Voyant que son archéologue est encore très motivé, Carnarvon décide alors de continuer à financer les fouilles pour une saison. L'endroit était déjà très touristique à l'époque, et histoire d'avoir la paix, Carter décide de reprendre les fouilles un peu plus tôt que d'habitude, le 1er novembre. Or, ce genre de fouilles demande de la logistique, et notamment l'apport d'eau. On est dans le désert, hein. Et c'est ainsi qu'Hussein Abdel Rassoul, porteur d'eau pour l'équipe de fouilles, tombe sur ce qui semble être la première marche d'un escalier. Une fois dégagé, l'escalier mène à une porte scellée à la chaux et au plâtre. Carter y creuse un trou pour voir ce qui se trouve de l'autre côté, et découvre un passage rempli de décombres. Illico, il envoie un télégramme en Angleterre à son mécène, Carnarvon, et demande aux ouvriers de remplir à nouveau la fosse de gravats jusqu'à son arrivée, pour la préserver. Le 23 novembre, Carnarvon et sa fille arrivent à Luxor, et les fouilles reprennent. Carter examine le sceau sur la porte, qui n'est autre que celui de Toutankhamon. Dans la pièce juste derrière se trouve un joyeux bordel qui s'avère être une cache d'objets enterrés après son règne, si l'on en croit la variété de noms droits qu'on peut y lire. La première porte portait des traces d'effraction, indiquant que des pilleurs étaient passés par là. Le 26 novembre, les archéologues arrivent à une autre porte, intacte, elle. Et c'est là que les ennuis commencent. On l'a vu, Toutankhamon n'est pas un grand pharaon, pas plus qu'un pharaon riche ou un grand guerrier adepte des courses de chars.
C'était un taré congénital, probablement au moins un peu débile, qui n'a jamais vraiment régné et qui s'est fait maudire après sa mort. Mais Toutankhamon est aussi connu pour une autre malédiction. La malédiction qui aurait été jetée sur sa sépulture. Et dans la prochaine vidéo, c'est là-dessus qu'on va se pencher. Faire Justine de Wildfoot, comment que ça se passe tes vacances? C'est dommage que tu peux pas me dire vu que je suis en train de t'écrire une lettre, alors je vais te dire comment que c'est les miennes. Vu comment qu'il fait chaud, moi je reste à la piscine. Le papa et la maman de Petra, ils sont partis en vacances à la mer, alors ils ont dit que si avec Petra on garde la maison, que comme ça y a pas tes cambrioleurs et qu'on donne à manger au ça, on a le droit de rester. Et ils ont une toute grande piscine. Le ça c'est un connard, mais ils ont une télé géante et on n'a pas besoin de fermer la porte de la chambre à clé quand c'est qu'on fait du sexe. Je voudrais te dire merci pour les Wildfoot coups fruitis que tu m'as envoyés. Et vu que c'est une lettre, c'est pas grave si tu me dis pas de rien. Moi j'aime beaucoup les bouteilles fruities à la mangue et à la pêche, et même les nouvelles à la cerise. Le chef il m'a dit que c'était pas une bonne idée de faire tes bouteilles coups barbecue pour l'été. Alors j'ai réfléchi et je m'ai demandé s'il y avait des autres coups de l'été que vous pouvez faire. Alors, est-ce que tu peux demander à ton chef s'il peut faire tes bouteilles coup plateau de charcuterie, taboulé au poulet et glace à l'eau? Même si le barbecue que c'est le plus meilleur, c'est quand même des coups de l'été. Et peut-être même que cet hiver, on pourra faire un coup sous-croûte. Mais en attendant, les goûts qu'ils existent déjà, ils sont quand même bons, qu'elle. Même que s'il n'y a pas la glace à l'eau, il y a quand même la bouteille coup vanille, que si on la met au frigo, c'est presque pareil. Peut-être que je vais essayer de mettre un bâton dedans et de la mettre au congélateur, comme ça me fera une glace à la vanille. Et qu'est-ce qui est bien, c'est que comme c'est les vacances, le chef il est même pas là pour me dire que toutes mes idées elles sont tout le temps pourrites. Ma Oma aussi elle va partir en vacances. Je lui ai dit qu'elle est bête parce que comme elle est à la retraite, elle peut aller en vacances toute l'année. Et elle m'a dit c'est le pis Tomkopf que ça veut dire que c'est moi que je suis bête. Mais comme elle va partir dans les Vosges pour apprendre à faire du parapente et que du coup elle aura pas le temps de cuisiner, est-ce que tu pourrais m'envoyer un autre colis de Wildfoot comme ça que je lui donne? Peut-être le pack découverte et que comme ça il y a un petit peu de tout dedans et que comme ça elle coûte. Mais du coup Justine, il faut que je te demande un service. Parce que d'habitude, si on utilise le code Astrono YouTube, on a 10% de réduction. Mais le chef, il m'a dit que pendant 3 jours, il y a une offre spéciale que si on n'a jamais commandé ses Wildfoot, et que même que si on est un nouveau client, on peut utiliser le code AstronoNew, et que alors on a 20% de réduction sur la commande. Alors moi, je suis déjà un client de Wildfoot, mais que vu que c'est pour ma mémé, est-ce que c'est possible quand même que j'ai le code AstronoNew? Comme ça me coûtera moins cher. Hop là, Justine, ma lettre elle est finite. Fuf. Petra! Où est-ce qu'ils sont rangés les timbres?